Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, mes chers camarades. Frère, l'heure est grave, hein? Les informations qu'on reçoit du côté d'Abidjan, c'est pas bon du tout, hein? C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout, chers camarades, peuple d'Afrique. Et bien entendu, on va en parler. On va parler de l'actualité, on va parler de la République centrafricaine. On va parler aussi de l'AES, bien entendu. Et on va parler, chers camarades d'Afrique, de l'actualité internationale. Parce qu'il y a des jours qu'on ne parle pas de l'actualité internationale. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. Camarades d'Afrique, nous apprenons... Non, avant d'entrer dans le vif du sujet, ouais, il faut que je vous rappelle, notre rendez-vous, c'est ce samedi. Quand vous dormez, vous vous réveillez là, samedi là, c'est ça. À la place de la nation. À nation, je veux que tout le monde sorte pour aller manifester notre soutien à l'AES. Allons, on va manifester notre soutien à l'AES pour dire à l'AES qu'on est de cœur avec elle, qu'on est avec elle, qu'on est ensemble avec elle. Donc, il faut sortir. Il faut sortir. Ce n'est plus à Bastille, c'est maintenant à Nation. Vous avez compris? Voilà. Chers camarades d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet parce que le vendredi, on est du bas au champ. Bon, c'est une information qui m'est parvenue. On nous dit ici que des cultivateurs de l'Homo-Nord, dans la zone de l'Homo-Nord, dans la zone d'extension de l'Homo-Nord, la zone d'extension qui était prévue par l'Homo-Nord, par la base militaire française dans l'Homo-Nord, on dit qu'il y a une dizaine d'agriculteurs qui ont été exécutés dans leur champ. Et je répète, l'information que nous avons reçue, on dit qu'il y a une dizaine d'agriculteurs qui ont été retrouvés exécutés dans leur champ dans la zone de Tumodi, dans la zone de l'Homo-Nord. Est-ce que c'est une attaque terroriste? Est-ce que c'est une attaque, je ne sais pas, des bandits armés? Ou bien est-ce que c'est les Français qui ont ouvert froidement le feu sur ces pauvres agriculteurs comme ils l'ont fait en novembre 2004 en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Ou bien est-ce que Dramane Ouattara a demandé à ses amis terroristes d'attaquer les populations, de terroriser les populations avec qu'ils puissent quitter les lieux? La question reste posée. En tout état de cause, je demande aux populations de l'Homo-Nord de faire une clarification sur cette affaire. Je demande aux populations de l'Homo-Nord de faire une clarification sur cette situation. Voilà. L'information n'est pas à 100% sûre parce qu'il n'y a pas eu de déclaration officielle de la part des chefs et tout. On a appris ça de sources, on va dire, non officielles, d'un certain nombre d'hiboux, mais qui très souvent nous envoient des informations fiables. Donc, si en réalité cela est vrai, il faut très rapidement faire un communiqué officiel dessus pour qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Parce que l'heure est grave. Et moi, ça ne m'étonne pas.
Ça ne m'étonne pas. Parce que je connais le mode. Je connais le mode de fonctionnement des gens là. Je le connais. Rien ne peut m'étonner de la part de Draman. Rien ne peut m'étonner de la part des Français. Rien. Rien du tout ne peut m'étonner de la part de ceux-là. Encore moins des Américains. Rien. Ils sont capables de pire que ça. Ils sont capables de pire que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, on appelle les populations de Tomodi de faire une clarification rapide, très rapide, sur cette question afin qu'on sache où on va. Parce que si c'est vrai, c'est pas bon. Hein. Si c'est vrai, c'est pas bon. Voilà. Encore, les parlements, ça c'est une information sûre et certaine. C'est ce que je vais vous donner là. Les parlements de Yopougon, tous les parlements de Yopougon ont été investis par des forces de l'ordre, non, par des miliciens armés et habillés en tenue de force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui des cargos qui ont investi les parlements de Yopougon. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, les parlements et agora, c'est des espaces où des personnes se retrouvent pour parler soit de politique, soit de religion et tout. Vous comprenez ça? Donc, nous en tant que PPACI, en tant que parti politique d'opposition, en harmonie avec sa vision démocratique et pacifique, on a mis en avant la parole. Donc chaque soir, nos camarades se retrouvent comme moi je le fais ici là. Vous voyez, chaque soir, bon, je fais direct. Parce que nous, on compte que sur la parole pour convaincre les gens, pour qu'ils adhèrent à nos idéologies politiques, avec que nous accordent leur suffrage aux différentes élections. Vous avez compris? Grand Ouattara a envoyé ses cargos de police pour aller empêcher nos camarades de parler. Est-ce que vous comprenez ça? Grand Ouattara il a envoyé les cargos pour empêcher nos camarades de s'exprimer. Ah, camarades de l'Afrique. Comment vous comprenez ça? Des hommes se rassemblent pour parler. Et tu dis qu'il ne faut plus parler. C'est compliqué. C'est compliqué. Yeri Draman, c'est un terroriste. Je le dis en âme et conscience. Draman Ouattara, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il n'est pas mieux qu'Argabas. Il n'est pas mieux que Yagagali. Il n'est pas mieux que Amadou Koufa. Draman, c'est un vieux terroriste. Un vieux délinquant. Coupé de route. Ancien voleur de chaussures dans la mosquée. Ancien drogué dans le couloir de Ouagadougou. C'est ça la réalité. Il faut qu'on arrête Draman. Il faut l'arrêter très rapidement. Sinon, c'est pas bon. Chers camarades d'Afrique. Mais vous partez vous arrêter dans nos différents parlements. Mais quand vous serez fatigué de vous arrêter là, nous, on va aller faire nos parlements. Quand vous serez fatigué, quand vous allez quitter là, nous, on va aller faire nos parlements. Restez là, comme ça ne vous fatigue pas. Restez là. On s'appelle. On s'appelle. D'ailleurs, même, on a ouvert des plateformes. Des plateformes sur WhatsApp, Telegram, pour faire nos parlements. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur WhatsApp, et puis l'orateur prend la parole, et puis il décortique, et puis tout le monde est assis, puis tout le monde écoute. Et c'est ça là, on a besoin d'aller faire affrontement. C'est pour écouter parole, non?
Mais l'orateur parle dans WhatsApp et puis tout le monde écoute. Il y a moi des gens comme ça. Il y a moi des gens comme ça. Un vieux maudit cherchait des femmes des gens. Drama que vous voyez chez les femmes des gens. Malheureux Woupi. Chers camarades peu d'Afrique. Quand on a dit ça, la République centrafricaine a obtenu une victoire écrasante, chers camarades peu d'Afrique, sur l'Occident. Ouais. La République centrafricaine a pu obtenir la levée de l'embargo sur les armes. Depuis 13 ans, l'embargo sur les armes en République centrafricaine a été levé. Est-ce que vous comprenez ça? Depuis 13 ans, l'embargo qui était sur les armes en République centrafricaine, ça a été levé. Donc, nous saluons ici une prouesse diplomatique de la République centrafricaine, de Touadéra et ses collaborateurs, et ses amis, et ses ministres. Nous les saluons pour ça. Et nous avons encore appris, chers camarades d'Afrique, que Déby Kaka, ça c'est des informations non officielles, mais c'est nos hiboux qui ont constaté ça. Déby Kaka a fait un aller-retour très rapide au niveau de la République africaine pour aller s'entretenir avec son homologue centrafricain, le mathématicien de Bangui, Faustin Akash Touadéra, chers camarades d'Afrique, pour dire que Déby Kaka est sur le point de basculer vers l'AES. C'est parce que c'est lui qui constitue le pont entre l'AES et la République africaine. Donc si Déby Kaka bascule du côté de l'AES, il est fort probable que le couloir s'ouvre pour que la République africaine collabore directement et militairement avec l'AES. Vous comprenez? Je vais, sur ce côté-là, je vais un peu parler avec les gens. Vous savez, souvent les gens ont pour habitude de dire, on connaît, il n'est pas trop ferme sur certaines positions. Hein? Il n'attaque pas trop Doumbouya, il n'attaque pas Doumbouya, il n'attaque pas trop les Sénégalais, mais il n'attaque pas trop les Sénégalais. Mais ce que je vous dis, c'est qu'en politique là, on ne se braque jamais. On ne se braque pas en politique. Tu prends une position pragmatique en fonction de la situation et dans un contexte bien déterminé. Tu prends cette position et dans un contexte bien déterminé, en fonction de tes intérêts. Tu prends une position. Et quand la position évolue, tu regardes encore en fonction de l'évolution de la position, quelle est la posture que tu dois adopter, quelle est la nouvelle approche que tu dois adopter. C'est comme ça que ça se passe. Le Mali a quitté le G5 Sahel. Pourquoi? Parce que le Tchad a refusé, sous injonction de la France, de céder la présidence tournante du G5 Sahel à Assimi Goïta. Le Mali a quitté. Et il a coupé court avec les Tchadiens. Et il a demandé aux militaires tchadiens qui étaient au Mali, qui étaient dans la municipalité, de dégager. Il a coupé avec eux. Mais avec les événements récents, depuis le coup d'État du Niger, le Tchad a accordé un soutien indéfectible à tous les niveaux
au Niger. Donc, par rapport au rapprochement du Tchad et le Niger, en même temps, le Niger et le Mali, le Burkina Faso, étant rapprochés, donc très rapidement, il y a eu cette étincelle qui a commencé à rapprocher les positions jusqu'à il y a eu exercice militaire. Le Mali a envoyé ses militaires, ses hommes, pour aller faire exercice avec les Tchadiens. Et cet exercice militaire s'est fait même à un moment donné avec les armes, les balles réelles. Des balles réelles. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas rester braqué en politique. Moi, aujourd'hui, j'ai montré ma position vis-à-vis des Sénégalais. Mais si ils changent leur position, je serai le premier à les applaudir. C'est comme ça que ça se passe. On ne se braque pas en politique. Hein. Ceux qui se braquent en politique, ils ne connaissent pas politique. Eux, c'est des émotifs. Eux, ils sont dans l'émotion. Et ils ne connaissent pas politique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est comme ça qu'on évolue. Donc, aujourd'hui, on a prié Dieu pour que le Tchad bascule. C'est vrai qu'on voulait que le Tchad bascule avec un nouveau visage. Mais le visage qui est là, s'il fait basculer le Tchad du côté du panafricanisme, on a oublié de prendre. On a oublié de prendre. Ils sont en train de... Le Tchad et puis la Libye. Vous savez, le 9 juillet passé, le fils du général Haftar est arrivé au Burkina Faso pour discuter avec les Burkinabés, avec le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez qu'aujourd'hui, la diplomatie de l'AES est faite de manière consensuelle. C'est-à-dire que les décisions diplomatiques de l'AES sont prises à l'unanimité. C'est le seul point de la confédération, de la charte de la confédération que je connais d'abord. Parce que la charte, je ne sais pas si elle est publiée, mais je n'ai pas encore la charte. Mais sur ce point-là, je sais qu'il existe. Donc, le fait que Ibrahim Traoré ait reçu le général Haftar, le fils du général Haftar, qui est chargé des affaires militaires, qui je crois qui est le chef d'état-major aujourd'hui de la Libye, ça veut dire qu'il y a un rapprochement pour lutter ensemble contre l'ennemi commun, qui est le terrorisme international. Alors que, avant que le fils du général Haftar ne vienne au Burkina Faso, il y a le vice-ministre de la Défense qui se promenait. Je n'ai pas dit qu'il se promenait, mais qui est en train de sillonner, qui a sillonné l'AES en venant d'où? De la Libye. Il est allé en Libye, il est allé voir le général Haftar. Et il est venu. Et Sergei Lavrov, quand il est allé en République, au Congo-Brazzaville, il a parlé avec Denis Sassou Nguesso, demandant à Denis Sassou Nguesso de relancer, parce que c'est Denis Sassou Nguesso qui a été choisi par l'Union africaine pour jouer comme le médiateur dans la crise libyenne. Donc, il lui a demandé de relancer la médiation au niveau de la Libye et d'aller faire des trucs. C'est ainsi même que Denis Sassou Nguesso a été décoré en Russie. J'ai fait une vidéo dessus, vous avez vu, non? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Et la semaine dernière, en juillet là même, en juillet passé au top, en juillet, le Déby Kaka, après son investiture, est allé en Libye. Et il est en train de travailler avec les Libyens à chasser les controversés rebelles qui ont occasionné la mort de son papa. Ces rebelles qui, la nuit, sont avec la France, matin, sont contre la France. Vous savez, la France a toujours joué comme ça. Elle crée palabre entre deux personnes, deux frères. Elle soutient l'autre et elle soutient l'autre. Elle donne les armes à celle-là. Elle la soutient, bon, cette partie, je dirais, elle la soutient de façon diplomatique à tous les niveaux. Et l'autre partie aussi, elle la soutient et elle fait tout.
Mais elle s'arrange à ce que la guerre ne cesse jamais. Elle s'arrange à ce que la situation ne se normalise jamais. Parce que il faut créer le chaos pour diviser, pour pouvoir mieux régner. Quand elle constate que les hordes de rebelles sont en train de monter en vitesse sur Djamena, elle prend ses Mirage 2000, elle va les freiner. Pour faire plaisir à Djamena. Quand elle voit que Djamena est en train de monter en puissance sur ceux-là, elle demande à Djamena de cesser les frappes qu'elle va négocier. C'est ce qu'elle fait. Donc aujourd'hui, depuis que la Russie l'a appelé, pour lui montrer l'évidence, la tentative de la France de le mettre KO. Eh bien, quand il a vu ça, mon frère, donc maintenant, il est en train de se ranger petit à petit. C'est pourquoi ils ont commencé à l'attaquer ici, au niveau des biens mal acquis. C'est comme ça, l'Occident. Est-ce que vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, Déby Kaka, aller en République centrafricaine, ça veut dire que, c'est quoi ça? Ah, Facebook. Déby Kaka, aller en République centrafricaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en train non seulement essayer de relier les deux positions, parce que géographiquement, les deux positions peuvent être liées si et seulement si le Tchad accepte d'ouvrir le jeu. Donc, dès que le Tchad accepte d'ouvrir le jeu, d'autant plus qu'il y a des militaires russes au Tchad, dès que le Tchad accepte d'ouvrir le jeu et que le Tchad demande aux militaires français qui sont là-bas de dégager, aux militaires américains qui sont là-bas de dégager, automatiquement le Tchad est assaini, automatiquement le Niger, le Burkina Faso, le Mali, et qu'en République africaine, ce couloir-là sera assaini du point de vue terroriste. Ça, il n'y a rien à faire. Ça va rester maintenant la frontière malienne. Sénégal, Côte d'Ivoire, et puis, je ne sais pas, Mauritanie, Algérie. Et puis la frontière de l'autre côté. Vous comprenez? Mais, mollo, je vous ai dit, ça va aller. Donc, pour dire que ne soyez pas braqués, Déby Kaka, il peut. Il ne dit pas qu'il est à 100% aujourd'hui, mais il est sur la voie. Et on ne peut que prier Dieu pour qu'il aille sur cette voie et qu'il ait pitié des Tchadiens, surtout les Tchadiens du Sud, qui sont marginalisés aujourd'hui. C'est une réalité, des chrétiens qui sont marginalisés. Qu'il ait pitié d'eux et qu'il travaille avec eux et qu'il les considère comme des Tchadiens à part entière et qu'il développe le Tchad. Est-ce qu'on peut souhaiter? Voilà. Et ça qui est la réalité chez les camarades d'Afrique. Donc très rapidement, on va aller du côté chez les camarades d'Afrique de la communauté internationale. Vous savez qu'il y a eu échange, de prisonniers avec la Russie et puis l'Occident collectif. Vous avez vu, non? Ah. Et puis j'ai fait une vidéo pour vous montrer, c'est sur ma page, c'est vrai que je ne l'ai pas encore mis sur TikTok, mais elle est déjà sur YouTube. Et la Russie a envoyé le 27 juillet dernier des navires de guerre encore à Cuba. Des navires de guerre à Cuba. Ces navires-là vont rester là-bas, je crois, jusqu'à fin août là-bas. Après, il va envoyer d'autres encore. Il y aura moyen. Parce que l'Ukraine a effectivement reçu les F-16. Il y a plus de 80 F-16 qui doivent aller en Russie et en Ukraine. Mais pour le moment, ça ne vaut pas 80. Je crois qu'il y a une dizaine, je pense, de F-16 qui sont effectivement aujourd'hui en Ukraine. Alors que Poutine avait dit, quand il est parti en Taïwan, en Thaïlande autant pour moi, en Thaïlande, quand il a quitté la Corée du Nord, il est parti en Thaïlande, il a dit que lui, il peut donner les armes à certains pays pour s'attaquer aux intérêts des Américains, des Occidentaux. Donc, il a envoyé ses armes à Cuba. Et encore, il a même fait allusion à la Corée du Nord. Donc, il a signé des accords de coopération avec la Corée du Nord, d'assistance mutuelle militaire, de coopération militaire, d'assistance mutuelle avec la Corée du Nord. Vous savez que la Corée du Nord, on va dire, est plus ou moins assujettie à la Russie parce que la Russie les a trop aidés. Vous savez que c'est grâce à la Russie que les sanctions économiques
que les États-Unis ont imposé sur la Corée du Nord n'ont pas trop fait effet. Parce que les Coréens vont se chercher, où ça? En Russie. Vous comprenez? De toute façon, comment on appelle ça? Les Romains viennent se chercher en France ici là. C'est comme ça, les Coréens du Nord viennent se chercher en Russie. Ils réussissent leur vie et ils vont aider leur famille en Corée du Nord. Ils envoient de la nourriture là-bas. C'est grâce à la Russie. Donc, ça les arrange. Et la Russie envoie beaucoup de nourriture là-bas. La Russie les aide au niveau... Donc, si Poutine demande à ce gars-là de frapper, il peut frapper. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, vous savez que le chef de Hamas, vous savez qu'il a été tué. Il a été tué dans sa résidence en Iran. Vous savez ça, non? Il a été tué dans sa résidence en Iran. Il a été enterré aujourd'hui au Qatar. Eh bien, l'Iran a envoyé un message aux Nations Unies pour dire que, en vertu de son droit à la légitime défense, eh bien, que l'armée iranienne va frapper Israël. Il a dit ça. Il dit qu'ils vont frapper Israël. Mais je ne peux pas mesurer l'insolence d'Israël. Je n'arrive pas à mesurer l'insolence dont est coupable aujourd'hui, dont fait preuve l'Israël. Franchement, je ne peux pas comprendre l'insolence d'Israël. Ok, mais Netanyahou, il est insolent. Non, il est impoli. Mais est-ce que vous comprenez? L'Iran invite un homme pour venir assister à l'investiture du nouveau président. Et tu viens bombarder ce nouveau président. Et c'est ce gars, un invité. Vous savez, chez les Arabes, là, ça c'est coutumier, ça date depuis le Moyen-Âge. Les Arabes, là, ils ont beaucoup de mauvais comportements. Hein. Mais l'accueil de l'étranger, ça seulement, les invités. Ils ne jouent pas avec les invités. Hein. Ça, c'est l'une de leurs qualités ancestrales qu'ils ont gardées. Donc ça, là, ils ne vont pas laisser. Ils vont frapper. Et ils n'ont qu'à chicoter Netanyahou lui-même. C'est-à-dire que s'ils pouvaient chicoter Netanyahou, c'était bien. Mais comment? Et, il allait frapper l'ambassade de l'Iran en Syrie. Il allait frapper. C'est-à-dire que le gars, il est sans vergogne. Ah non, Netanyahou, il est insolent. Pati Sagana. C'est-à-dire que il ne peut pas imaginer son insolence. Qui peut faire ça dans ce monde? Sans que les États-Unis bavardent. Qui peut faire ça dans ce monde? Et même les gens ont peur de parler. Mais comme nous, on ne connaît pas la peur, nous, on en parle. Netanyahou est insolent. Je demande à l'Iran de faire preuve de son droit à la légitime défense. Et de faire ce qu'ils ont à faire. C'est ça qui est la vérité aussi. Chers camarades d'Afrique, les États-Unis disent qu'ils sont inquiets de la paix au Moyen-Orient. Vous êtes inquiets? C'est pas vous qui donnez les armes à Netanyahou. Un homme, il va frapper les écoles. École, hein? Il va frapper école. Il va frapper école. Hein? Il va frapper. Il dit aux gens, quittez les maisons, allez vous mettre ici.
les gens vont se positionner dans leurs tentes. Il va frapper les tentes, les camps de réfugiés, les hôpitaux. Et vous lui donnez les armes. Il va frapper encore. Vous l'encouragez, il va frapper encore. Mais il fallait que ça aussi arrive à l'Iran pour que l'Iran comprenne que ils sont dans un double jeu. Pour que les Iraniens eux-mêmes comprennent qu'ils sont dans un double jeu. Et maintenant, j'apprends que une délégation iranienne, une délégation israélienne se rend au Caire pour aller négocier un cessez-le-feu. Ah bon? Depuis combien d'années, depuis combien de temps on vous demande de venir signer un cessez-le-feu? C'est maintenant vous dire. C'est que vous connaissez un peu ce qui se passe à l'Iran. La France a demandé à ses ressortissants qui sont en Iran de quitter là-bas très rapidement. De quitter au plus tôt l'Iran. La France. Est-ce que vous comprenez bien comment on a fait? Au Venezuela, Nicolas Maduro a gagné les élections. C'est ça qui est la vérité. L'autorité légale qui doit dire le droit, qui doit dire qui a gagné les élections, dit que Nicolas Maduro a gagné les élections. Les populations sont dans les rues. L'opposition a appelé à prendre les rues. En tout cas, elles ne jouent pas. Hein? Ils ne jouent pas. Elles sont en train de manifester, c'est grave. Les États-Unis disent que c'est l'opposant, l'adversaire de Maduro qui a gagné. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Le même cas de 2010 là, Côte d'Ivoire là, Draman Ouattara, et puis le président Laurent Gbagbo là. Voilà la même chose. La France n'a pas encore parlé. On ne sait pas la France. La France n'a pas encore dit qui a gagné. Je crois qu'il y a l'Uruguay aussi qui a dit que c'est l'adversaire de Maduro qui a gagné. Est-ce que vous allez prendre des bombes pour aller bombarder le palais présidentiel de l'Uruguay et du Venezuela autant pour moi? Est-ce que les États-Unis vont prendre des armes pour aller bombarder le palais présidentiel de l'Uruguay? Voilà la question que je pose. Est-ce que c'est possible? Hein? Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez faire ça en Uruguay? Non, on vous regarde. Allez faire ça. Mais quelqu'un dit qu'il a gagné. L'autorité légale dit qu'il a gagné. Et toi, tu dis qu'il n'a pas gagné. Où sont les Nations Unies pour aller là-bas? Où sont les Nations Unies pour aller là-bas? Camarade peu d'Afrique. Vous voyez un peu non? Vous voyez un peu non? C'est Zié connaît un bagage qui est lourd. Zié connaît un bagage qui est lourd. Quand tu vois un bagage qui est lourd, c'est que tu peux soulever, c'est que tu passes sur le quand tu vois, tu connais. Vive l'AES. Vive l'AES encore. Voilà. Parce que quand tu n'es pas fort militairement, les gens font n'importe quoi sur toi. Mais quand tu es fort militairement, les gens te redoutent. Si les Américains s'amusent avec Maduro à Teja, ils savent qu'ils peuvent s'amuser à lui. Et Maduro a le soutien de Poutine. Il n'y a rien à faire. Voilà. C'est qui ça? Attends, il est bloqué lui là.
Vous avez compris, chers camarades d'Afrique. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Mais je tiens à l'œil la question de, comment on appelle ça, de l'homo nord. Je suis ça de très près. La question de l'homo nord. Je suis ça de très près. Si jamais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été exécutés dans l'homo nord, dans leur champ, au niveau de l'homo nord, frère, on va commencer à marcher. Hein. On va commencer à faire des marches en même temps, direct, pour demander à l'armée de frapper Draman. Automatiquement, on va demander à l'armée ivoirienne de frapper Draman. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire, camarades d'Afrique. Sur ce, je vous réitère encore ce que je vous ai dit à l'entame de la vidéo. Demain samedi 3, tout le monde à la place de la nation. Nation, c'est ligne 2. Non. Ligne 9. Nation, ligne 9. Ligne 1, je pense. Le REA. Nation. Tout le monde connaît nation. Donc, je vous y attends. Vous avez compris? Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à vous.